Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Mon invité du jour, c'est l'énergie créative derrière le théâtre La Flèche. Formée à la scène, elle a préféré passer en coulisses pour faire briller les autres. Curieuse, malicieuse et toujours à l'affût de la prochaine pépite, elle transforme un petit théâtre en rampe de lancement pour grandes idées. J'ai le plaisir d'être en présence de Flavie Fontaine, qui me fait l'honneur de me recevoir dans son théâtre. Salut Flavie. Bonjour, merci pour cette intro. Merci à toi, je suis très content d'être dans ton théâtre. C'est une première pour les théâtreux, d'enregistrer directement dans un théâtre. Et ça, c'est très cool. D'abord, j'aime beaucoup ton théâtre, je le découvre en même temps que je suis ici. J'aime déjà ce lieu qui dégage quelque chose. Je trouve qu'il y a une énergie, il y a un truc, déjà, t'as le smile et ça se ressent dans les murs, dans l'énergie du lieu. Ouais. Donc vraiment, encore merci de m'accueillir ici. Merci à chouette. Toi pour la curiosité et d'être venu à moi, c'est super. Très cool. L'intérêt. Et puis on n'est pas tout seul, du coup. Non, on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. Il y a ton compagnon à quatre pattes. Exactement, qui s'appelle Raymond. Voilà, donc, salut Raymond. Voilà, il est avec nous, il est très sage, et il est très gentil. Voilà, on est actuellement, donc du coup, on va poser le décor comme tout épisode. On est dans ton bureau, très bien installé. Voilà. Et effectivement, on peut juste rappeler l'adresse de ton théâtre. Ouais, 77 rue de Charonne, dans le 11e. Voilà. Et là, il est, on peut dire l'heure ? On peut dire l'heure si tu veux. Il est 17h55, c'est-à-dire que dans 1h05, il y a un spectacle qui commence, et donc juste derrière la porte, il y a Nolwenn, l'ouvreuse, qui est en train de préparer la billetterie. Ouais. Et prête à accueillir le public pour lancer le spectacle. Génial, trop bien. On en est déjà au 10e épisode des Théâtreux. J'en reviens pas. Déjà 10. Bravo. 10, c'est pas mal comme chiffre. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, c'est un bon chiffre. J'adore les chiffres. Moi aussi. Sauf certains, ceux de mon âge, par exemple. Ça, j'aime pas trop. Tu le dis pas, dans cela. Mais ouais, c'est très cool. 10 épisodes, ça va très vite. Et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me solliciter aussi. Et ça, c'est très cool. Super. Et ça a été le cas, tout de suite on a matché assez vite, on a eu du mal à se donner rendez-vous, j'ai l'impression, mais voilà, on est là, on a un créneau, et ça c'est très cool. Donc voilà, et ben écoute, on va commencer tranquille, parce qu'effectivement, on le rappelle, on ne se connaît pas. Non. On peut dire qu'on a des connaissances en commun, qui se reconnaîtront de par elles-mêmes quand ils écouteront ce podcast, des personnes qui jouent ici actuellement, donc ça c'est très cool, et j'ai hâte de venir les soutenir ici en tant que spectateur, et sûrement peut-être encore d'autres pépites que tu me parleras, j'imagine. Oui, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Et ben écoute, pour commencer, on le rappelle déjà, donc du coup Flavie, tu es du coup la directrice du théâtre La Flèche à Paris 11e, mais tu es aussi une ancienne comédienne. Et du coup, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour... voilà, quelle est ta formation, qu'est-ce qui t'a amené à arriver jusqu'à la direction de ce théâtre ? Ok, alors, moi je fais partie des familles passe ton bac d'abord, donc ça c'était fait, et ensuite... depuis petit, depuis toujours, moi, j'ai toujours aimé, fasciné et passionné par le jeu, mais sous toutes ses formes. J'aime jouer. Et donc forcément, la formation de théâtre est devenue une évidence, puisque j'ai commencé au collège, voilà, sur des cours, soit dans l'école ou enfin extrascolaire, des cours de théâtre. Et venant de Nantes, je connaissais vraiment rien, et ma famille, pas du tout de ce milieu-là non plus. Donc les cours Florent, c'est arrivé comme un peu une évidence. Donc je suis montée à Paris, j'ai fait les cours Florent. Et sortie de cours Florent, j'ai bossé en tant que comédienne, donc j'étais intermittente. Et j'enseignais en même temps le théâtre pour diverses associations. Et assez rapidement, on va dire, après les études, après divers voyages et tout ça, on va dire à l'aube de mes 30 ans,
j'ai réalisé qu'en fait, je ne m'épanouissais pas du tout sur une scène de théâtre. J'aimais bien le labeur, j'aimais bien la notion de la répétition, de la recherche, voilà, vraiment du travail. Mais dès qu'il fallait jouer, alors j'adorais la première, éventuellement la deuxième, parce qu'il y avait vraiment la notion d'être sur un fil, on ne savait pas. Dès que ça revenait trop répétitif, enfin la cinquième, la dixième, ça me gonflait en fait. Et je ne m'épanouissais pas, je m'emmerdais. Et puis il y avait toujours la notion de l'insatisfaction, éternelle insatisfaite, c'est jamais bien, c'est trop vouloir plaire aux autres. Et donc c'était trop compliqué. Et avec de la distance, hein, je disais peut-être pas ça à l'époque, mais j'ai compris qu'en fait je trouvais ma sécurité dans l'insécurité. Et que le métier de comédien, c'était pas un métier qui était pour moi. Et que aussi je n'aimais pas être dans la lumière, je préférais être dans l'ombre. Et que l'endroit où je m'épanouissais le plus, c'était dans l'enseignement et donc la transmission du théâtre, que je faisais déjà depuis une dizaine d'années à l'époque. Et donc je me suis dit, bah, en fait, j'arrête, puisque c'est pas ce métier qui m'épanouit. Donc j'ai décidé de monter et donc de créer mon école de théâtre pour des adultes amateurs, qui s'appelle la Compagnie Guild, qui a 15 ans aujourd'hui. Et de là, on en arrive à la Flèche, on n'est pas loin. Il y a donc 7 ans, puisque la Flèche va avoir 7 ans. Par le biais de mon école, donc de la Compagnie Guild, l'idée c'est des cours pour des adultes amateurs. Et donc forcément, c'est le soir en semaine, majoritairement. Et trouver une salle de répète le soir en semaine à Paris, c'est un enfer. Et je me suis retrouvé à un moment donné pour des cours sans salle, mise à la porte, sans raison valable. Et là, je me suis dit, bah, j'en ai un petit peu marre, il faut que je change un peu ma manière de faire. Et donc j'ai cherché une salle, vraiment à investir. Et là, j'apprends sur Mediapart que le théâtre de la Loge, là où on est aujourd'hui, c'était le théâtre de la Loge avant, ferme. C'est ça, c'était en 2018. Et là, je me dis, mais attends, une salle de répète, un théâtre. La salle de Nolwenn va décrocher. Elle est à côté. C'est pas très grave, c'est la vue du podcast. Hein, voilà. Et donc, je découvre sur Mediapart que le théâtre de la Loge ferme. Et là, je me dis, mais en fait, une salle de répète, un théâtre, c'est tellement plus sensé de finalement prendre un théâtre, tellement plus risqué, tellement plus challengeant, tellement plus fou. Et donc, j'ai pris toutes les infos. Et donc, je me suis retrouvé avec ce théâtre que j'ai nommé La Flèche, dans l'idée au début d'en faire juste des cours de théâtre et de me dire que les élèves de mon école, qui soient amateurs, je trouve ça génial de pouvoir leur proposer des cours dans un théâtre et surtout qu'ils jouent dans un théâtre en fin d'année leur spectacle et de leur offrir un cadre professionnel. Et puis très rapidement, pendant que je faisais les travaux, je me suis dit mais attends, tu as un théâtre, tu vas pas faire juste des cours, donc il faut faire des programmations. Et de là est née la programmation. Et la Flèche. Et pourquoi le nom de la Flèche ? Alors déjà parce que j'aime bien l'objet. Très franchement, tenir un théâtre, faut être armé, quoi. Donc voilà. Après, je trouve que c'est une arme noble. Et j'aime la notion que une flèche, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Et quand on tire une flèche, il faut toujours avoir un mouvement de recul, même micro, pour taper sa cible. Et donc en lien avec le théâtre, l'idée c'est que si tu te lances tête cramée dans un projet, ça peut parfois être compliqué si tu prends pas de distance. Et puis c'est aussi un objet qui est éphémère, c'est-à-dire que soit il se perd, elle se perd cette flèche, soit elle se casse, soit elle s'abîme, donc au bout d'un moment elle meurt, il faut en changer, et l'art vivant c'est sa vie, donc ça meurt, donc, et de nouveaux projets, de nouvelles flèches ressortent, et voilà, c'était un sens, et puis c'est surtout le mouvement, le fait que, voilà, tout en haut, le mouvement. Et de viser juste peut-être aussi. Et de viser juste, c'est tant qu'à faire. C'est une belle histoire, c'est cool. C'est trop bien. Et là, on a un jeu de fléchettes dans le bureau, évidemment. Ouais, évidemment, j'ai voyé les cimes un peu partout. Ouais. C'est trop bien. Et du coup, avant de faire tout ça, est-ce que tu as fait d'autres métiers, peut-être ? Ouais, j'en ai fait plusieurs. J'ai travaillé pas mal en tant que hôtesse dans des divers... Enfin, j'étais pour une boîte d'événementiel, donc j'ai fait le salon de l'automobile, j'ai vendu des croquettes pour chiens dans un supermarché, j'ai fait les 24 heures du Mans, je vendais à l'époque les Philippe Maurice, donc plein d'événements comme ça ponctuels. Vraiment, j'ai bossé dans des bars, j'étais serveuse, le soir pour à l'époque les cours Florent payer mes études. Et puis après les cours Florent, j'ai travaillé quand même avant de me dire je vais faire
de ce que j'ai appris de ma formation, mon métier. Mon objectif, c'était de gagner de l'argent, en fait. Je voulais être autonome et gagner ma vie. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un métier qui me rapporte des sous. Et j'ai contacté tous les gens dans mon téléphone et j'ai commencé par la lettre A et je suis arrivé à la lettre J à un moment donné. Et j'ai appelé John, un pote, et qui m'a dit, ben oui, on cherche quelqu'un. Et donc, j'ai travaillé pour un cabinet d'expertise d'affiches anciennes. Donc, je faisais de la vente aux enchères d'affiches anciennes. Donc, je commençais partout. On faisait les petites restaurations d'affiches avant de les envoyer éventuellement chez le restaurateur pour les grosses restaurations, les prendre en photo, les cataloguer jusqu'à aller en salle des ventes à Drouot et être au téléphone pour faire monter les enchères. Et après éventuellement même livrer les clients. Voilà. Eh ben, je fais ça presque 2 ans et demi quand même. Ah ouais. Et comédienne, tu l'as été pendant combien de temps? Comédienne, je l'ai été, on compte pas évidemment les petits projets où on galère, on n'est pas payé. J'ai dû l'être pendant 3 ans. 3 ans. Ouais. Après les cours Florent. Mais en fait, cours Florent, voyage pendant 1 an à l'étranger, vente aux enchères 2 ans et demi, donc je devais avoir 26 ans, 27 ans quand j'ai commencé à être comédienne, jusqu'à peu près 30 ans. Donc c'est ça quoi. Et à 30 ans, c'est là où je me dis, mais en fait, pas du tout. Mais il faut un peu de temps, parce que quand on se dit depuis toute petite qu'on veut être comédienne, c'est compliqué parfois de se dire, mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire. D'accepter que. Et de voir vraiment en face. Ouais, finalement, c'est pas du tout ce qui nous épanouit. C'est vrai que souvent, les directeurs de théâtre ou directrices de théâtre avec lesquels je discute, souvent, ils sont encore comédiens. Ils jouent encore, souvent évidemment dans leur propre théâtre, c'est plus simple. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est un parcours assez atypique et original, c'est-à-dire que tu as décidé d'arrêter la comédie et de te consacrer aux autres en fait. Ouais. Et à la création en général, dans un lieu qui est hyper sympa, qui est niché dans un petit nid parisien où tu ouvres une porte et d'un seul coup tu es ailleurs. Donc, c'est la magie qui opère déjà dès que tu ouvres la portail, quoi. C'est impressionnant. Quoi. Donc non, c'est très très cool. Et je vais poser une question que je pose très souvent lors du podcast, mais j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans le milieu du théâtre, ou pas, peut-être, je sais pas, mais c'est quoi tes références? Alors, effectivement, pas forcément comédienne, mais peut-être, je sais pas, des gens que tu as croisés, ou des directeurs de théâtre, ou même des théâtres en eux-mêmes qui t'ont donné envie de te lancer dans ce projet. Je vais vachement te décevoir, mais je suis pas capable de répondre à cette question. Ok. Pourquoi je suis pas capable de répondre à cette question? Parce qu'en fait, déjà, je me dis pas, avant de faire les choses, je vais faire ça. Il y a un peu la sensation, j'ai des opportunités qui passent, c'est comme une étoile, je la chope, j'ai pas peur de me cramer les doigts. Et donc, j'ai pas le temps de me dire, tiens, il a fait ci, il a fait ça serait pas mal, ça m'inspire, je vais faire ça. C'est comme avoir un théâtre, c'était pas du tout un projet, en fait. C'est tombé, j'ai eu un lieu, en l'occurrence c'était un théâtre, je voulais une salle de répète et je me suis dit je vais en faire un théâtre. Et j'ai pas eu le temps de me dire qu'est-ce que je vais faire comme théâtre, comment je vais le faire. En fait j'étais dans les travaux en train de me dire non là en fait il faut rentrer de l'argent, donc il faut que j'appelle des comédiens, des artistes ou des metteurs en scène que je connais, avec qui j'ai travaillé pour que tout de suite il y ait de la programmation. D'accord. Et j'ai pas, mais ça correspond un peu à la flèche. Ouais, et ça a ses défauts aussi, c'est-à-dire que je suis un peu tête cramée quoi. Quand j'ai décidé quelque chose j'y vais et bon j'apprends avec le temps et la sagesse, avec l'âge, à prendre un peu de tête de distance, mais il faudrait que j'apprenne peut-être à regarder ou à m'inspirer de choses, enfin en tout cas de gens. Mais là, comme ça, il faudrait que je cherche très fortement ou que je prenne le temps, et ce serait chiant pour les gens qui écoutent d'avoir des longs silences. Donc non, j'ai rien qui me vient là. Si toutefois, il y a souvent les gens ils pensent pas tout de suite, ils tout reviennent dessus après. Ouais. Quand ça revient, ça revient. Ouais, voilà. Il n'y a aucun problème, je peux revenir sur les anciennes questions. Ouais. On est à l'aise. Mais du coup, c'est une question que tu poses souvent et moi j'ai pas de réponse. Non, mais il n'y a aucun problème. Non, tu seras surprise que dans les derniers enregistrements, c'est une question qui devient de plus en plus difficile à répondre. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont complètement autodidactes et qui n'ont pas forcément baigné dans le théâtre depuis tout jeune, avec des références, ou des pièces qu'ils ont pu voir avec leurs parents, par exemple, ce genre de truc, ou
ou des trucs qu'ils ont fait à l'école, etc. Donc du coup, c'est propre à chacun. Après, voilà, certains ont des rêves, d'autres n'ont pas. Ouais, voilà. D'autres ont des rêves. Tu me parles, il y en a un qui revient. Si tu me dis des rêves, s'il y a une pièce de théâtre qui a pu me marquer, c'était. Je me rappelle même plus, c'était laquelle? Une pierre de Ostermeyer que j'avais vue, qui m'avait bluffé. Mais si c'était pas un Hamlet. Bon, bref. Mais voilà, mais tu vois, rien. Je te disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment le syndrome de Dora. C'est-à-dire que quand il y a tellement de choses à faire dans Nemo, hein, Dora. Pas Dora. Dory, du coup. Dory. Dora, c'est l'exploratrice. La preuve, là j'oublie tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, mon cerveau il n'imprime pas. Donc voilà, donc j'oublie les choses. Ah là là. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une première expérience significative? Alors, tu as le droit de choisir, que ça soit dans ton parcours de comédienne ou dans ton parcours de directrice de théâtre ou de prof de théâtre. Voilà. En tout cas, une première expérience qui t'a vraiment marqué. Une première expérience qui m'a marqué. Mystère. Merci l'invité. Alors, mais il m'a marqué, qu'est-ce que tu entends par qui m'a marqué? C'est-à-dire que tout m'a marqué, moi. Si une première expérience qui t'a vraiment dit j'adore ce que je fais. Ok. Vraiment, je sais que je suis fait pour faire ce métier. Un sport en particulier, peut-être, où il y avait une émotion, ou un truc, ou un texte, ou quelque chose qui t'a marqué. Je pense que c'est le premier festival de mon école de théâtre que j'ai monté donc il y a 15 ans. Et à l'époque, j'étais la seule prof, il me semble. Peut-être une prof. Dory. Et le premier festival, en fait, de voir sur scène les élèves se révéler, se sublimer et montrer au public, c'est en général leurs proches, tout ce travail accompli. Ça m'avait ému en me disant waouh, en fait, tout ça, c'est évidemment eux qui l'ont fait, c'est eux qui l'ont monté, c'est eux qui ont travaillé. Mais je suis à l'origine de ça en ayant créé cette école et en ayant organisé et en les ayant accompagnés à ça. Et on en revient à quand je vois l'autre en fait être en lumière et sublimer, ça m'émeut. Et si j'ai participé évidemment à ça, c'est ça qui m'émeut. Ouais. Mais en restant dans l'ombre. Ouais, bien sûr. Typiquement, et ils savaient d'ailleurs, parce que je donne plus de cours aujourd'hui, ils avaient interdiction de m'appeler au plateau à la fin pour saluer. Même ça, être en lumière pour saluer, j'étais là, mais tout le monde s'en fout, puis je suis pas à l'aise, il y a un côté. Non. Ouais, tu préfères être dans l'ombre. Vraiment dans l'ombre. Ouais, tout simplement. Ouais. Chose que je te comprends complètement. Ouais. Et est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout chamboulé dans ce projet? Est-ce que tu parlais de ton carnet, tu t'es arrêté à une certaine lettre? Est-ce que c'est ton ami John, c'est ça? Est-ce que c'est lui qui aurait tout... Non, je pense qu'à l'époque, c'était un ex avec qui j'étais, qui m'a fait... donc quand je faisais les affiches anciennes, là, quand je travaillais dans qui était lui, qui est toujours d'ailleurs, musicien, et en fait, qui m'a inconsciemment et consciemment redonné goût à la scène en allant le voir jouer, le voir composer. Et puis, il y a eu ce moment, ce déclic de me dire, mais... En fait, c'est ça me manque, quoi, cette notion de jouer. Donc lui jouait de la guitare, et donc en fait, quand il est parti, eh bien, j'ai reconnecté moi avec mon envie et mon plaisir du jeu. Comme quoi, parfois, les ruptures, ça a du bon. Même si c'était déchirant, mais finalement, ça m'a permis de me reconnecter avec vraiment mes envies et ma passion, qui est le théâtre. Même si après, j'ai arrêté de jouer, mais il a fallu que je passe par là. Donc ça a été la rencontre puis la rupture avec un artiste pour retourner de moi à mon amour de l'art, quoi. C'était beau cette phrase, non? C'est très beau, très très beau. Tu as commencé un peu à en parler tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu nous racontes un peu plus en détail l'histoire du Théâtre La Flèche. L'histoire du Théâtre La Flèche. Alors déjà, on est dans une cour qui date de 1800... fin 1800, quoi. C'était à l'époque, cette cour, des ateliers de textile, d'abat-jour et de métaux. D'ailleurs, au fond de la cour, il y a un grand monte charge. C'était pour monter tout le matériel. C'est une cour qui est classée. Donc vraiment, si vous nous écoutez, vous avez l'occasion de venir
Passer au 77 rue de Charonne juste pour voir la cour, c'est quand même assez magnifique. Je confirme. Ouais, c'est très beau. Et donc, La Flèche, 2018. Avant La Flèche, c'était donc le théâtre La Loge, qui a été ici de 2009 à 2018. Et avant le théâtre La Loge, qui aujourd'hui continue, hein, La Loge hors les murs et tout ça. Et avant le théâtre La Loge, c'était donc le théâtre La Fenêtre. C'est eux qui ont créé ce lieu. Ils sont arrivés, je crois que c'est dans les années, j'aurais perdu de dire des bêtises, peut-être 80 ou 90. Et ils ont vraiment creusé le théâtre. Ils ont creusé, parce qu'il y a un premier niveau au niveau du hall, et il y a 1, 2, 3 marches pour descendre dans le théâtre. Et donc ça, c'est vraiment eux qui ont tout creusé. Et ils ont tout insonorisé, puisqu'en fait, c'était certes un théâtre, mais c'était aussi et surtout un studio d'enregistrement. C'est-à-dire que la pièce dans laquelle on se trouve là, maintenant, c'était la cabine d'enregistrement. Donc il y a une vitre, devant il y a les gradins, donc on ne voit pas ce qui se passe au plateau, mais si on enlève les gradins, on voit ce qui se passe au plateau, donc vraiment comme dans les studios d'enregistrement. Donc là, il y a le chien qui commence à ronfler. Et le plateau, le théâtre, c'était donc le studio, là où on enregistrait. Donc en fait, l'avantage de ce lieu, c'est que une fois que toutes les postes sont fermées, il peut y avoir un concert de métal, on n'entendra rien. Tout est insonorisé. Impeccable. Donc c'est super. J'avoue. Et comme les voisins, parfois, ils n'aiment pas trop le bruit, c'est quand même bien que le bruit reste dedans. J'avoue. Voilà. C'est toujours mieux que ça reste dedans. C'est toujours mieux que ça reste dedans. Et du coup, avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, tu nous expliquais du coup qu'il y a eu des travaux que tu as encore récemment. Est-ce que tu as eu peut-être une anecdote par rapport à ces travaux? Qu'est-ce qui... En fait, j'ai l'impression que les travaux, déjà, à La Flèche, ça s'arrête jamais. Il y a toujours des petits trucs. Alors, quand je dis travaux, c'est petits travaux. Hein. Une anecdote sur les travaux, il y en a tellement des anecdotes. J'ai envie de dire, peut-être que vous qui écoutez, allez au théâtre, je ne sais pas, arrêtez de mettre des chewing-gums sous les bancs ou sous vos assises. Non, mais c'est une blague, mais Sérieux? tous les trimestres, j'enlève franchement une quarantaine de chewing-gums sous les bancs. Sérieusement? Ouais, c'est chiant. Donc ça, c'est une anecdote de devoir retourner les bancs pour aller enlever les chewing-gums. Des anecdotes, c'est en fait, comme tu l'as dit très bien au début, c'est un lieu qui est chaleureux, qui donne de la vie. Donc c'est-à-dire que quand on doit refaire des travaux, par exemple repeindre tout le théâtre en noir, bien je peux avoir des artistes qui viennent ou des élèves qui viennent donner un coup de main, parce qu'à un moment donné, on est un petit théâtre privé non subventionné, que de 49 places, donc la bataille est parfois un peu rude. Donc quand on fait des travaux, c'est un peu à la démerde aussi, et à l'entraide et à la solidarité, parce qu'on ne pourra pas se permettre de payer des gens pour le faire. Donc on met les mains dans le cambouis tout le temps. Donc quand je dis on, c'est moi, le régisseur, l'administrateur, et puis les anciens artistes ou les artistes qui vont jouer, les élèves de l'école. Et donc c'est toujours en fait cette notion de travaux, un truc super joyeux, de partage, où on a un bar, donc j'offre des bières et on prend des pizzas et on mange dans la cour au soleil le midi, et que c'est super, et que ça devient joyeux. Et en plus, j'ai appris plein de choses moi ici. À me servir d'une perceuse en fait. Ah oui? Oui. À faire des travaux, quoi. À faire des travaux, vraiment, à poncer un parquet avec vraiment une ponceuse, à me servir d'une Dremel, à tout, quoi. Comprendre qu'est-ce que c'est que les vis placo, qu'est-ce que c'est que les vis bois. Donc ouais, c'est super. Trop bien. Ouais. Ça donne envie en tout cas. Tu peux venir la prochaine fois si tu veux, c'est quand il y a les travaux, je t'appelle. Avec plaisir. En plus, non, mais franchement, en plus, je suis de ceux qui disent que moi j'adore les déménagements par exemple. Et il y en a qui disent ah là, les déménagements, je déteste ça. Moi j'adore ça parce que c'est le renouveau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu chamboules tout, tu changes de lieu et puis tu vas t'accaparer un lieu, tu vas le rendre sympa, agréable, où les gens disent ah là, c'est vachement sympa chez toi. Rien que ça, cette petite phrase là, de dire ah ça on est bien chez vous. Ça fait trop plaisir parce que tu as dit tout à l'heure, c'est chaleureux et tout. Et quand on est arrivé en 2018, on a fait des travaux. On n'a pas sorti. On n'a pas fait des trous dans le béton. Hein. On a rénové. Oui, la base était là, quoi. La base était là, exactement. Ouais. On a fait quand même 2 mois de travaux, de nettoyage, de peinture, voilà. J'ai calculé, j'ai eu 70 personnes qui sont venues m'aider. Ah ouais? Ouais. Quand même. Sur 1 mois et demi. Ah, énorme. C'est dingue. C'est plus que la contenance du théâtre, quoi. Bah donc, oui, clairement. Ouais. C'est fou. Donc c'était magique. Puis le plaisir que les gens venaient
Enfin, voilà, ils étaient contents de venir aider, de participer à ce que tu disais, ce renouveau. C'est une aventure qui commençait où personne ne savait où ça allait aller. Et ça, déjà, ça commençait bien, en fait. Est-ce que tu veux en profiter pour remercier certaines personnes? Tous les élèves de la guilde, déjà. Ma famille, toujours en soutien. Et j'ai l'impression de gagner un Oscar, tu sais. Non, et puis, et en fait, c'est terrible parce que dans ces moments-là, tu as toujours peur d'oublier quelqu'un. Et puis, toutes les gens qui je pense pas. Ouais, non, vraiment, les gens proches, quoi. Mes proches, ma famille, les élèves, les artistes. Parce que sans eux, ça n'existerait pas, ce lieu aussi. Donc, et les spectateurs qui payent leur place. Et oui, évidemment. Et oui. Alors, justement, tu me lances une perche. J'aimerais savoir ce que tu préfères entre la relation avec le public, les répétitions et les représentations. Qu'est-ce que je préfère? Ouais, entre la relation. toi, moi, perso. En tant que personne. Ouais, en tant que toi. La relation avec le public, les représentations. Les répétitions et les représentations. Alors, répétition, j'ai pas trop accès parce que je leur laisse faire. Donc, je dirais les représentations, évidemment. Ouais. Parce que ça devient concret. C'est le travail de plusieurs mois en amont, d'un choix, d'un risque. Et c'est concret et aussi c'est vraiment de l'humain. Et je vais rebondir avec le public. Pour moi, le public, c'est une masse, c'est plein de gens. Et je préfère créer du lien. C'est compliqué de créer du lien avec le public. C'est possible de créer du lien avec un spectateur. Et donc j'aime, moi, ces rapports, voilà, de l'humain à l'humain. Donc clairement, la représentation, par le fait que c'est le travail de tant de mois et de mois d'artistes qui présentent et puis qui créent de l'émotion. Donc c'est un cadeau, quoi. Donc clairement, les représentations. Et puis c'est la finalité du projet des artistes qui viennent ici présenter bien sûr. la chose. Ouais. Est-ce que tu as commencé un peu à nous parler de ton équipe, de ton staff? Ouais. Est-ce que tu veux les nommer? Quels sont leurs rôles, leurs prénoms? Ouais, alors on a... ça tourne, ça a tourné, ça tournera encore. Là, en ce moment même, on a Nolwenn qui est à la billetterie. On a aussi Julie à la billetterie, le jeudi et le samedi. L'administrateur, c'est Franck Fontaine, c'est mon frère. Voilà. Régie, on a 4 régisseurs et régisseuses. Aaron, le régisseur général, puis Thibaut, puis Fanny et Charline. Chaque régisseur a un soir. On a Luna qui est en alternance en la communication. On a évidemment Cédric qui est la com coach booster des artistes et qui est aussi qui tracte pour nous avec Julien. Okay. On a Isabelle Muraour qui est l'attachée de presse et qui travaille pour les compagnies. Nicolas, évidemment, le graphiste. Perrine, la webmaster. Pierre et Virginie, les comptables. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde, mais on n'imagine pas. Hein, non, mais en vrai, après, c'est des prestats. Par exemple, la comptable, je la vois pas. Bien sûr, voilà. c'est des prestataires extérieurs. Et puis les régisseurs, ils sont jamais les 4 en même temps. Bien c'est sûr, vrai que c'est beaucoup. En fait, c'est une chose où je pense que quoi qu'on monte, quoi qu'on décide, que ce soit un projet artistique, que ce soit une entreprise, que ce soit un anniversaire, peu importe ce qu'on décide de créer, de monter, je pense que la clé, c'est de bien s'entourer. Parce que seul, je fais toujours tout toute seule, mais je suis très très bien entouré. Et d'avoir des personnes qui soient compétentes dans leur domaine, avec un niveau d'expertise, qui me challenge, sur qui je peux aussi me reposer, et pour pouvoir déléguer des tâches que je ne sais pas faire, pour pouvoir, moi, exceller là où j'ai envie d'aller. Et justement, du coup, est-ce que tu peux expliquer quel est ton rôle exact en tant que directrice d'établissement? Faire régner l'ordre. Non, je déconne. Un truc horrible. En tant que directrice d'établissement, non, mais c'est pas con, hein, c'est d'abord connaître et s'informer sur la réglementation, parce que moi je suis quelqu'un d'assez carré.
Donc voilà, toutes les règles de travail légal, de sécurité pour les artistes, pour le personnel, voilà, le ménage, l'accueil, que tout soit propre, que les gens soient contents de venir travailler ou de venir voir un spectacle ou de venir jouer. Donc c'est vraiment un peu, on va dire, tisser, régir les règles on va dire de bienséance, quoi, pour tout le monde. Et après, mes tâches, mes rôles, j'ai envie de dire, quand même un peu il y a quand même beaucoup de couteaux suisses. Parce que quand j'ai créé le théâtre, bah, j'ai tout fait un peu toute seule au début. Maintenant, je suis bien entourée, mais ma plus grosse partie à la flèche, évidemment, c'est la programmation. Donc, c'est aller dénicher des spectacles pour les programmer. Mais ça va être aussi de gérer les plannings, que ce soit de la location aussi, que ce soit sur des cours ou des stages ou des séminaires, gérer l'administratif aussi avec mon frère sur des contrats, suivre la billetterie. La billetterie, tous les jours, je suis connecté au moins 15 fois sur tous les sites de Reza pour m'assurer qu'on ne soit pas en surjauge ou de remettre des places à certains quotas. Donc en fait, et suivre la communication aussi pour savoir comment on communique là-dessus, qu'est-ce qu'on fait. Aller acheter du PQ, et enfin tout, la tendance, bien sûr. La tendance, c'est moi. Donc, et c'est ça qui est génial, parce que comme je suis quelqu'un qui peut vite me lasser, j'aime bien toujours avoir quelque chose de différent à faire. Ah bah là, pour le coup, pour le coup, c'est pas mal. On parlait de couteau suisse tout à l'heure, c'est plus un couteau suisse. Gérer le trésorier, voir le prévisionnel, rencontrer des artistes, passer des auditions, être toujours en contact avec les élèves de l'école, organiser leur festival, chercher des nouveaux profs quand d'autres s'en vont. Donc, et puis j'ai une agence de coaching aussi à côté, coach professionnel, depuis 1 an. Donc aussi développer cette nouvelle corde que j'ai à mon arc pour proposer des accompagnements de coaching pour des dirigeants, des managers, mais des équipes. Ouais. Top. Super. Trop bien. Est-ce que tu es là à chaque représentation ou comment ça se passe? Avant, oui. Maintenant, non. Je suis là aux premières, toujours. Je vois toutes les premières. Quand je suis là, je vois les artistes. Tout à l'heure, Mohamed va jouer à 19h. Je suis là, je lui dis merde, je prends 2-3 places s'il me demande. Mais après, en fait, je vais être là aux dernières, en général, pas les voir, mais je ne vois leur représentation qu'une fois. Une fois. D'accord. Je me lasse vite. Donc si je le vois 2 fois, je m'emmerde. Et pardon les artistes, si vous écoutez, c'est pas vous, c'est de manière générale. C'est comme un voyage quelque part dans le monde, j'irai jamais une 2e fois au même endroit. Il y a trop de choses à voir, il y a trop de... Voilà. Donc, non, en revanche, je suis toujours hyper contente de les voir arriver dans le théâtre, que ça vit, ça fourmille, mais j'irai très rarement voir 2 fois le même spectacle, ici ou ailleurs. Ah oui, tu te dis, je pourrais le voir ici, puis après je pourrais le voir évoluer, je sais pas, même 1 an plus tard dans un autre théâtre ou tout. Est-ce que tu vas au théâtre aussi? Est-ce que tu as le temps? Non, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'y vais là, et en fait là, j'essaye de vraiment trouver des moments pour y aller. Ça fait quand même un petit moment que je suis pas allée, mais là je vais voir, là j'ai 2 choses à aller voir. Je suis très contente d'y aller. Geoffrey Rouge-Carassat qui va jouer dans sa dernière création, je ne sais plus où c'est, mais c'est un comédien incroyable. Et Anne Coutureau aussi qui va jouer dans un seul en scène dans pas longtemps là. Donc j'ai très hâte d'y aller. Cool. Voir un autre endroit. Ouais. Ça va te sortir un petit peu de ton quotidien. Oui. Est-ce que du coup, tu as un rituel ou pas au final avec avant, tu disais que tu allais toujours voir les artistes avant leur première représentation. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une sorte de rituel que tu as avec eux? Ah oui, non, alors avant qu'ils jouent, surtout pas, je vais les voir. Votre glauque. Ils sont en train de se préparer et tout ça. Et comment ça va? Non, je les laisse. Non, je vais les voir jouer. Je vais voir leur En fait, je découvre pour la première fois le spectacle en même temps que le public. Moi, j'ai vu 15 minutes du spectacle. Donc, je vais voir évidemment les premières. J'ai l'opportunité d'aller voir les montages techniques, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment, en fait, je veux me mettre comme les spectateurs. Je découvre leur première, je leur laisse le temps de se caler et tout ça. Et voilà. Donc après, un rituel, pourquoi tu demandais? En fait, c'est souvent une question que je pose aux comédiennes que j'ai eu à ce podcast. Mais c'est vrai que peut-être que en tant que directrice de théâtre, peut-être que tu as un rituel
avant une représentation, un truc que tu veux absolument que ça soit fait. On va checker la billetterie. Ouais, tout simplement. S'assurer qu'il n'y a pas une place en trop ou en moins. Même si après l'ouvreuse gère ça parce qu'elle arrive à 18h et le spectacle est à 19h. Mais tu peux être sûr qu'à 17h30, forcément je suis sur la billetterie. Ouais. Et je check. Parce que si on est à 47 et que la jauge est de 49, il me reste donc 2 places. Donc je les laisse où ces 2 places, moi? Parce qu'il y a une dizaine de sites de réservation. Oui. Donc il faut que je check tout le temps. Parce que s'il y en a 2 qui sont pris sur tel site, il faut que je les enlève sur tous les autres. Et oui, bien sûr. Et si je les enlève partout, je prends le risque aussi que ça se vende que sur un site. Donc c'est un peu de la stratégie. Donc je dirais, ouais, en tout cas, avoir une représentation, c'est ça. Mais en fait, moi, aujourd'hui, je suis plus trop... C'est plus vraiment un sujet pour moi. Parce qu'en fait, moi, tout le travail, il est en amont de ces représentations-là. C'est-à-dire que eux, quand ils jouent, là, moi, je suis sur la programmation automne, enfin 25-26. Ah oui, déjà. Ah bah oui, là, pour moi, le job, pour moi, mon taf, il est fait, là. Et maintenant, c'est à eux de jouer, quand on dit à vous de jouer, les gars. Justement, comment tu t'organises, du coup, pour faire tes programmations? Parce que du coup, tu t'y prends longtemps à l'avance, au moins minimum 1 an, j'imagine, ouais. Peut-être plus. Ça dépend, après, de vraiment ce que je vois. Alors, nous, j'ai créé un appel à projet qui s'appelle Les Fléchettes. Et ça se passe 2 fois dans l'année. En général, c'est en septembre et en janvier. Ça dure 2 semaines, c'est sur le site internet, il y a un onglet, appel à projet Les Fléchettes. D'accord. Et quand c'est ouvert, en fait, il suffit de cliquer et ça donne accès à un typeform, un formulaire qui est pré-rempli, il y a juste à remplir les cases. Et question, voilà, le titre, le pitch, note d'intention, distribution, la durée, et une vidéo de 2 minutes. Et donc moi, on m'envoie tout ça, ce qui génère un document que je reçois. Ouais. Je dépouille, ouais. Et à l'issue de ça, il y a une présélection. Les présélectionnés viennent passer cette fameuse audition de 15 minutes. Et donc je leur réserve un créneau d'1 heure dans le théâtre où ils ont 15 minutes pour se préparer, prendre leurs repères, leurs marques. Ils me montent 15 minutes en jeu, pas de lecture, pas de... Ah oui, ouais, vraiment en jeu, ouais, en jeu. Ouais. Et puis après on échange, et après voilà, les autres passent. Et donc c'est... oui, c'est vrai que plus on va avoir des choses en amont et tôt, c'est rassurant pour nous, parce qu'on se dit, ok, la prog elle est faite, parce que ça... Là, je suis en train de recevoir tous les visuels de la programmation octobre-décembre. Ah ouais. Ouais, parce qu'il va falloir commencer à faire la brochure digitale, à sortir les flyers, pour que les artistes qui vont jouer à Avignon les aient avant le mois de juin, pour commencer, s'ils sont à Avignon, à en parler. Et après, ok, juillet, août, on va dire, c'est un peu mort à Paris, t'oublies, ça commence en octobre, en septembre, faut bourriner sur la com, quoi, faut être prêt. C'est pas là que tu veux dire qu'en fait, les artistes qui viennent jouer chez toi, tu t'occupes également de flyer, de faire l'affiche, comment ça se passe? Ouais, alors nous, on a un graphiste, ouais, on a notre charte, donc eux, ils nous donnent par exemple, si on parle du visuel, ils nous donnent leur visuel en haute définition, mais tout nu, sans info dessus. Et le graphiste, lui, il va noter le titre, les dates, toutes les infos, voilà. La charte du théâtre, oui, tout voilà, ça. C'est ça. Oui. Voilà, et après on le décline en plusieurs, pour le digital, pour le print et tout ça. Pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, exactement. Et après, ils ont tous ces fichiers. Et de là, eux, ils peuvent communiquer avec tout ça. Et voilà. Top. Quelle organisation. Ouais, il faut être organisé. Ah, je vois ça. On est organisé. J'ai encore plein de choses à apprendre. Ouais. C'est trop bien. Franchement, je ne m'attendais pas à autant d'apprendre autant. Cool. Surtout, parce que moi, c'est l'un de mes rêves. D'avoir une salle? Ouais. Ah, trop bien. Ouais, j'adorerais ça. Voilà, c'est encore plus vague que ça, mais c'est encore plus... Moi, j'adorerais avoir, bien pas tout de suite, mais dans quelques années, j'adorerais avoir une maison d'hôtes théâtrale. C'est-à-dire que je pourrais évidemment recevoir les troupes et les loger sur place, mais du coup, que ça soit un lieu de vie, c'est-à-dire que les gens soient une maison d'hôtes classique, et que aussi ça soit une grange avec un théâtre de 50 places. Ah, évidemment pas à Paris. Évidemment. On oublie Paris, on oublie complètement Paris. Et vers quel coin? Le sud de la France. Autant aller au soleil. Donc voilà.
Bah, c'est un super projet. Mais ouais, j'adorerais ça. Complètement réalisé. Et tu vois, que ce soit un lieu un peu comme ici, où ça mélange, il peut y avoir des expos, il peut y avoir des cours de théâtre, des cours de yoga, des cours de danse, des concerts, des concerts, des trucs, voilà, que ce soit un lieu qui vive complètement, que ce soit jamais le même projet, que du coup ça évolue énormément. Évidemment, plus ciblé théâtre, parce que bah, c'est mon métier, donc du coup, voilà. Mais ouais, c'est un truc que j'adore. Ouais, c'est un super projet. Donc j'absorbe tout ton savoir. Ah ouais, J'hésiterai pas à te recontacter. N'hésite pas, si t'as des questions. Si un jour ça se fait vraiment, n'hésite pas. Ouais, carrément. Ouais, c'est cool. Avec plaisir. J'ai encore plein de petites questions parce que au final, c'est vrai que comme on le répète, on le rappelle, je vais dire. On râle pas, quoi. C'est la première fois que j'ai la chance d'interviewer une directrice de théâtre, une ou un directeur de théâtre, mais en tout cas, j'ai souvent effectivement des comédiens, comédiennes, des metteurs en scène, des auteurs, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai dû changer un peu mes questions et je suis très content parce que du coup, ça me bouscule un petit peu et ça me challenge. Et du coup, j'ai plein de petites questions, plein de petits trucs qui me viennent. Et il y a aussi eu ça a interpellé aussi des followers qui m'ont posé aussi également quelques petites questions. Notamment, du coup, je vais te les poser, comme ça sera fait. Parce qu'au final, en t'interviewant, tu as déjà répondu à quelques petites questions que j'avais déjà, je m'étais déjà préparé, donc du coup, c'est top, ça se fait tout seul, c'est parfait. Une première question d'une follower, je crois. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'administration d'un théâtre? Quel conseil je pourrais donner à l'administration d'un théâtre? Alors, conseil, déjà... Donc, ça serait pour administrer, donc gérer un théâtre. Ouais, c'est ça, ok. Alors, conseil, je sais pas si je peux, moi, à mon endroit, donner des conseils, parce que je sais pas où en est cette personne et quelles sont ses valeurs et tout ça, mais le premier conseil, c'est évidemment d'être passionné, d'aimer ça, parce que la route est périlleuse. Par rapport aux administrations, dont je parle clairement, puisque quand on fait de l'administration d'un théâtre, on est forcément en lien avec les administrations, les tutelles, enfin, l'administratif français, qui est très très lent, qui est très mal organisé. Donc ça, en fait, c'est pour ça que je parle de vraiment être passionné. D'être passionné, d'être organisé, très organisé, et de ne rien repousser au lendemain. Voilà. Vivre l'instant présent. Et vivre, mais c'est même pas vivre l'instant présent, c'est gérer les tâches présentes au quotidien. Immédiatement, quoi. Et tu peux pas procrastiner parce que tu vas être dépassé. Et donc c'est vraiment... Et puis, je reviens à s'entourer. Tout faire tout seul dans l'administration, c'est compliqué. Donc c'est vraiment s'entourer déjà soit d'un avocat et d'un juriste. Mais ça peut être juste des amis pour prendre des conseils, pour se dire voilà, qu'est-ce qui se fait déjà en termes de statut, quel est le meilleur, qu'est-ce qui me correspond le mieux, en termes de technique, de régisseur technique, qu'est-ce qu'il y a à prévoir éventuellement comme travaux pour que mon lieu soit aux normes et en termes de sécurité. Et en fait, et j'en reviens du coup à l'organisation, c'est-à-dire que dans le théâtre, il y a plein de pôles. Donc ça va être d'abord évidemment le lieu, la sécurité, les règles techniques, donc un électricien, c'est vraiment tâche par tâche, et en fait il n'y a rien d'impossible si on est organisé et qu'il n'y a rien qui est insurmontable. Il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas de contraintes, il y a juste des obstacles. Il faut juste parfois un peu lever la patte pour les passer. Et avec ça, c'est bien quand même quand quelqu'un nous tient la main parfois, pour nous donner un peu de soutien et de support, pour pouvoir le passer. Et en plus, c'est écologique parce que les gens adorent aider. Donc, il ne faut pas hésiter à être vulnérable et à dire là, je ne sais pas faire. Est-ce que tu connais quelqu'un ou à qui je peux demander et à en parler en fait. Donc voilà, aller poser des questions à quelqu'un qui monte un théâtre. Si cette personne un jour, elle a des questions, j'ai un mail, elle peut m'écrire et me poser des questions et je répondrai. Et voilà, puis un rendez-vous au téléphone. Enfin, quand j'ai commencé, j'ai demandé aussi comment ça se passait avec d'autres théâtres. Parce que il faut apprendre qu'il faut payer par une taxe fiscale sur les spectacles.
la TVA sur les spectacles, hein, toutes ces petites choses-là. Donc en fait, c'est vraiment les chiffres, la partie comptable. Ouais. Donc vraiment pour l'administration, ce serait ça que je donnerais comme conseil. Être organisé, être passionné, organisé, bien entouré et pas à pas. Ouais. Pas chercher à tout faire en même temps parce que sinon on se sent débordé, parce que les administrations c'est vraiment compliqué avec la France. Donc pas à pas, tout va bien. Toi, comment ça s'est passé entre le fait du moment où tu as commencé à gérer le théâtre? Alors, je sais pas, on appelle ça, quand tu as acheté le théâtre? Ouais, le bail. C'est le bail, c'est un bail, j'ai pas les murs. Voilà, oui, ok. Et jusqu'à la première représentation, c'était quoi le délai? Alors, 1er août 2018, j'avais les clés. On a fait les travaux jusqu'à mi-septembre. Et 1er octobre, attends, je vais te dire, je vais pas dire de bêtises, parce que j'ai tous mes flyers. Hein. Voilà, 2018. Trop bien. La première, c'était le 2 novembre 2018. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, et en fait, pendant les travaux, j'ai appelé Laurent Montel, qui est un comédien, un metteur en scène incroyable. Laurent Montel, qui était mon prof à Florent. Et il est venu faire son seul en scène, Cendre à la cendre, mis en scène par Damien Houssier. Trop bien. Ouais. Très bien. Alors tu devrais peut-être garder ton carnet. Ah, j'en ai plein. Parce que comme tu es Dory, on le rappelle. Ah oui, je suis Dory. ça peut te servir parce que j'ai une question. Une autre question d'une follower. Quelle pièce jouée à la flèche t'a le plus marqué? Ah, les membres fantômes. Ça. Ah ouais, t'as même plus besoin de sortir le flyer. Non, les membres fantômes. Ah ouais. C'est de qui? Ça parle de quoi? Alors c'est un spectacle ovni, hein. Puis il y en aurait plein d'autres, hein, mais c'est vraiment le premier qui me sort comme ça. Les membres fantômes de et avec Charlotte Lemel et Gaëtan Pau. Ça se passe en province, c'est un frère et une sœur qui ne peuvent finalement pas vivre l'un sans l'autre. Et c'est comme si c'était un plan séquence. En fait, il se passe rien et il se passe tout à la fois. Et on voit et on comprend le lien qu'ils ont et toute la complexité de vivre un peu à l'écart d'une société. C'est un peu comme parfois un striptease, hein, qui a pu avoir à un moment donné une très mauvaise pub parce qu'il y avait quelque chose d'assez voyeuriste. Mais ça amène pas ça amène pas de gêne. Et à la fois, c'est donc très émouvant et très drôle. Ils sont drôles. Donc les membres fantômes. Et en termes d'incarnation, c'est juste du très très haut niveau. Et ils travaillent depuis pas mal d'années maintenant avec les Chiens de Navarre. C'est des comédiens des Chiens de Navarre. Donc ouais, c'est les membres fantômes. On sent le coup de cœur. Ouais, gros coup de cœur. Je crois que je les ai prolongés, ce qui est très rare quand même. Enfin, je crois que c'est les seuls. Je les ai prolongés 3 fois. Ah oui, quand même. Ouais. Je les ai fait revenir même un an après. J'ai tellement cru au spectacle, mais le spectacle il est trop ovni et c'est compliqué pour des programmateurs d'acheter ou de reprogrammer un spectacle comme ça. Ouais. C'est très compliqué parce que même moi, j'arrive pas vraiment à le vendre. Ça donne pas du tout envie ce que je viens de dire sur le spectacle. C'est naze comparé à ce que c'est vraiment. Là, tu te dis, bon, ouais, ça a l'air d'être un petit truc de famille, de bien, tout le monde le fait, ok, super. Et en fait, il est pratiquement invendable. Déjà, eux, en plus, c'est des brels en com. Donc, c'est pas eux sur qui il faut s'appuyer pour faire de la com. Mais en revanche, une fois que tu as vu le spectacle, le bouche à oreille a fonctionné parce que ça crée quelque chose, vraiment. Et voilà. Incroyable. J'ai encore 2 petites questions de followers. Ça en revient à ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, mais ça peut être intéressant, c'est-à-dire que quel est le pire et le meilleur en tant que directrice d'établissement théâtre? Alors, quel est le pire et le meilleur en tant qu'établissement théâtre? Je pense que franchement, s'il y avait un pire, vraiment un pire, j'aurais déjà arrêté. Parce qu'en général, je m'emmerde pas trop dans la vie. Quand ça me plaît pas. Il y a peut-être une tâche que t'aimes pas. Mais non, même pas. Parce qu'en fait, quand tu commences à t'autoriser à te dire ça, j'aime pas le faire, tu le fais en rechignant. Et en fait, t'as pas le choix, il faut la faire, la tâche, quoi. Si je te parle de, par exemple, mais recurer les chiottes et aller mettre la main dedans, en fait, je suis contente de le faire parce que derrière, la satisfaction de me dire l'artiste, il va arriver là, ça sent bon, c'est propre, c'est cool, j'ai mis les mains dedans. Et je suis fière après. Donc, il n'y a pas vraiment de pire. Le pire, s'il fallait trouver un pire, c'est les finances. C'est de bosser autant,
de faire autant pour si peu de rendement, de rendu. Ce serait le pire, c'est ça. Et donc le meilleur, ce serait demain qu'il n'y ait plus ça, et qu'il y aurait des entreprises, si vous écoutez, vous avez besoin de faire des séminaires, des choses comme ça. C'est là, demain, le levier, il est là. Demain, c'est ce qu'on va essayer de développer vraiment, des partenariats avec des entreprises, faire des formations, que ce soit pour eux-mêmes en confidentialité, des séminaires pour leur entreprise, des conférences ou des temps de travail, mais aussi des formations à la prise de parole, du team building. Et c'est là qu'il faut qu'on développe pour garder des conditions souples pour les artistes et que nous, on continue de pouvoir vivre. Et le meilleur, c'est juste de pouvoir se lever le matin en se disant, et d'arriver là et de se dire, j'ai quand même une chance de bâtard. Non mais c'est vrai, la vie elle est belle. J'avoue. Elle est belle la vie, parce qu'on je peux pas me plaindre, en plus c'est moi qui ai fait ce choix. Donc c'est pour ça que le pire, non, tout est le meilleur, c'est là, c'est d'être dans ce cadre, de voir des artistes, d'entendre que la sonnette sonne, ça veut dire qu'il y a du public qui arrive, que ça joue, que toi tu sois là, que tu sois curieux, que tu mettes de l'intérêt, qu'il n'y ait aucune journée qui se ressemble, et que même quand il y a des merdes, du coup je suis résilient, je les ferai mieux la prochaine fois, j'apprends, et j'aurai jamais fini d'apprendre, il y aura encore plein de trucs à apprendre, donc tout est top. Ça fait un peu bisounours, mais... Non, mais c'est marrant que tu dises le terme bisounours parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui va se reconnaître. Ok, salut aux bisounours. Voilà, c'est un épisode qui arrive la semaine prochaine d'ailleurs. Okay. Donc Séverine, si tu nous écoutes, tu nous reconnaîtras. Ok, salut Séverine. Madame bisounours. J'ai une dernière question d'un follower. Mais au final, peut-être que j'ai déjà peut-être l'information. Attends, je vais fermer la porte parce que... Je t'en prie. Non, ça va. Ça fait un peu moins. Ouais, ça, t'inquiète, il n'y a pas de problème. C'est aussi du spectacle vivant. Oui, voilà. Il n'y a aucun problème. Ton téléphone. On est d'accord que c'est le premier théâtre que tu diriges ? Ah oui. T'en as pas dirigé ailleurs, en province ? Jamais. Jamais ? Non, jamais. Et du coup, t'as pas... Parce que la question, c'était ça. Est-ce que tu as déjà dirigé un théâtre ailleurs ? Si oui, peut-être en province. Et est-ce que tu vois une différence ? Alors, peut-être qu'on va pouvoir détourner la question. Est-ce que tu vois une différence entre le théâtre en province et le théâtre à Paris ? Franchement, je suis parti de Nantes, j'avais 19 ans. Donc, je sortais de bac, fin d'année de fac, je fumais des pétards. Je découvrais la vie, je voyais pas du tout, j'avais pas la vision de qu'est-ce que pouvait être la vie d'un théâtre, donc j'aurais pas assez de recul ou de connaissances ou d'expertise en province je suis désolé madame ou monsieur, mais je ne saurais pas répondre à votre question. Non, mais il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne te connaissait pas et qui était juste curieux de te poser cette question parce que... Je te pose peut-être la question de savoir comment ça se passerait en province pour monter quelque chose. Ça peut être quelqu'un intéressant. Qui veut monter à Paris ou descendre en province. Ouais. Quelle serait... Après, je pense que forcément qu'il y a des similitudes et des points de différenciation. Mais je ne saurais pas dire lesquels. Est-ce que ça t'arrive peut-être d'aller dans les théâtres en province et d'essayer d'un peu de voir les potentielles différences qu'il pourrait y avoir, ou non, en fait, j'ai pas le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ouais, tu fais pas partie de ceux qui vont à Avignon, qui vont... Je l'ai fait une fois, quand je mets de bonne conscience, ma première année où j'ai eu le théâtre La Flèche, je me suis dit je vais à Avignon en programmatrice et j'ai dit plus jamais. Ah ouais. Non, j'ai beaucoup de mal avec Avignon, mais ça c'est personnel, c'est trop d'un coup, il y a trop de monde, c'est trop business, je vois le côté business, théâtre, partout, il y a du monde. Puis surtout c'est au mois de juillet, j'ai une saison dans les pattes, et d'y aller et puis il y a un côté aussi où j'y allais vraiment en bonne conscience programmatrice, et c'est bête à dire, et en même temps je les comprends tellement les artistes, mais il y a un côté cassé en fait du lien qui n'existe plus parce que je ne suis qu'une programmatrice, donc je deviens intéressante pour eux à un endroit parce qu'ils ont envie d'être programmés, peu importe ici ou ailleurs, et donc en fait c'est tout de suite, et c'est normal, c'est mon rôle et je dois l'accepter, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je vais voir une pièce et j'ai pas forcément envie après de parler pendant 3 heures, ou juste je suis à un café et puis on me demande ce que je fais à Avignon et que je suis programmatrice, d'un seul coup la personne va vouloir se vendre et tout ça, donc j'avais plutôt tendance en fait à aller voir les spectacles puis à fuir derrière et partir et pas aller en terrasse, quoi. Ouais. Donc
Mais à Avignon, c'est quand même particulier pour le coup. Tout le monde le dit, hein. Moi, je l'ai jamais fait. Ah, t'as pas fait? J'ai jamais fait. Je vais le faire au moins une fois. J'ai un peu peur parce que tout le monde dit que c'est top ou c'est un flop total et du coup limite tu te suicides à la fin. Ouais, après il faut y aller en te disant comment toi tu veux vivre son Avignon, déjà peut-être être avec des proches ou des potes ou un copain ou une copine, peu importe, pour le vivre dans le partage. Je pense que ça se partage. Moi, le dernier avion que j'ai fait, j'étais toute seule et je pense que c'est quelque chose qui se partage. Parce que même quand on va voir un spectacle, on a envie après d'échanger. Bien sûr. Et puis le temps, c'est pas la même chose si tu y vas 3 jours et si tu y vas une semaine. Si tu y vas en te disant je fais 7 spectacles par jour ou si je fais des pauses entre les spectacles, c'est quand même une ambiance qui est cool. Après, voilà, après moi, c'est pas mon délire, mais c'est quand même sympa à faire une fois. Puis surtout si t'es là-dedans quand même. Bah oui, évidemment. Bien sûr. J'ai encore quelques petites questions parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Le temps passe extrêmement vite. Mais tu as déjà commencé à en parler tout à l'heure. Tu disais comment tu castes les gens qui viennent ici. Et du coup, tu fais toujours ce rituel. Donc 2 fois par an, on répète, hein, c'est ça, où tu vois 15 minutes de chaque spectacle, etc. Comment tu prends tes décisions? C'est-à-dire que c'est au coup de cœur? C'est mon corps qui me le dit. Ouais. C'est pas du tout le cerveau. C'est ce que je ressens, ce que je réagis, ce qui par rapport à un lieu, hein, évidemment, c'est pas moi, ça m'arrive, et encore aujourd'hui, de programmer des spectacles que moi, Flavie Fontaine, je n'aime pas. Mais je sais que c'est la ligne et que ça fonctionne et qu'il a sa place ici. En fait, c'est vraiment la différence de Théâtre Fontaine, Théâtre La Flèche, quoi. Enfin, d'ailleurs, il y en a un. Donc, Théâtre Flavie et La Flèche, il y a une ligne et c'est pas pour autant que Flavie, elle aime tous les spectacles où j'irai pas moi forcément les voir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que oui, c'est mon corps qui va me parler, qui va me dire, il va se passer quelque chose et ça se passe à des endroits et c'est la ligne artistique de La Flèche, elle est en une phrase, c'est l'essence du théâtre entre incarnation et exigence. Donc l'essence, il me faut un propos, ça raconte quelque chose, sans forcément faire une morale ou faire de la politique, ou pas du tout, ça reste du divertissement, hein, c'est pas très très grave de faire du théâtre. Bien sûr. Voilà, quand même un propos, un texte, voilà. Et, pas d'ailleurs, ou pas, il y a déjà eu des spectacles sans texte. L'incarnation, pour moi, c'est tellement la base, c'est-à-dire que c'est des acteurs vivants au plateau, il faut qu'ils soient vrais, sincères, que ce soit incarné, que ça me transperce, que ça soit, quelle que soit l'émotion qui me transperce, mais il faut que ça me parvienne. Et l'exigence. Et l'exigence, elle va être à plein d'endroits. Elle va être évidemment sur le traitement, la dramaturgie, la mise en scène, le travail sur les lumières, le travail sur la musique, le son, le travail de l'adresse, pourquoi je convoque mon public, pourquoi ils sont là, donc la réflexion de la communication aussi, quelle est ma niche, quel est mon public, pourquoi je monte ça, pour qui je le monte, est-ce que mon projet je le vois sur du court terme ou du long terme, quel est mon positionnement vis-à-vis de ce projet. Il y a aussi un accompagnement sur ok, tu vas jouer, mais comme on accueille beaucoup d'émergences, pas que, mais quand même beaucoup d'émergences, l'idée c'est aussi de les accompagner à ok, tu vas jouer, mais 10 dates ça va super vite en fait. Donc comment tu peux vraiment mettre à profit au mieux cette exploitation qui te sera proposée pour que tu puisses rebondir et partir loin derrière, parce que nous on est juste un tremplin. Et si tu fléchis pas bien les genoux, ton trampoline, tu vas pas décoller en fait. Donc c'est à toi d'être malin et de bien t'armer, de bien t'entourer. On en revient toujours à la même chose. Donc avoir quelqu'un qui t'aide sur la diffusion, sur la com, sur la presse. Si t'as pas d'argent, il y a des moyens de trouver des sous, des pro-artis, des hello asso, du sponsoring, du mécénat. Pour vraiment travailler avec des professionnels pour faire en sorte que ton spectacle soit grand, malgré que tu sois une compagnie émergente. Et de voir grand. Et pas s'excuser de je suis jeune, je sais pas. Faire, apprends. Et on est là pour t'aider, t'accompagner si t'en as envie, quoi. Sur la com, sur la technique, sur dans nos moyens. Hein. Après, on n'est pas non plus un... Voilà. Et est-ce que tu peux expliquer quelles sont les conditions pour vous jouer ici? Ouais. Alors, il faut que ce soit un spectacle qui soit une création et donc qui n'ait jamais été joué en amont à Paris ou en proche banlieue. Voilà, c'est vraiment l'exclusivité première à La Flèche. D'accord. Il faut que ça soit une forme courte, donc 1h15 maximum. Ok. Que ce soit épuré de décor, donc, pour 2 raisons, parce que je trouve que déjà ça donne de la contrainte à la mise en scène et à la scéno de dire comment je peux faire un traitement sans forcément avoir un décor.
Puis l'autre raison, c'est que clairement, on n'a pas de stockage. Enfin, on a un terrier, ce qu'on appelle le terrier, qui fait 3 mètres cubes pour 8 compagnies. Ouais. Donc on est vite battu, voilà. Ouais, c'est les lignes principales, hein. C'est 1h15, première parisienne et purée de décor. Et tes conditions financières, si tu veux les dire? C'est un partage de recettes après une priorité sur caisse, donc c'est pas un minimum garanti, c'est-à-dire que sur chaque date, on a 300 € de priorité sur caisse qui représente le coût employeur du régisseur et de l'ouvreuse. Et une fois que ces 300 € sont ponctionnés de la billetterie sur chaque date, c'est un partage à 50-50. Et donc la différence avec un minimum garanti, c'est que sur la priorité sur caisse, si les 300 ne sont pas atteints, c'est la flèche qui mettra au bout. Donc les artistes ne vont jamais faire des chèques ou sortir de l'argent. Quoi qu'il arrive, ils repartiront avec de l'argent. D'accord. Après, nous, on se réserve le droit, si vraiment c'est un four, pas forcément le spectacle, mais un four en termes de remplissage, et que c'est trop compliqué, évidemment en accord avec la compagnie, après échange, après avoir signé des sonnettes d'alarme, on va essayer de mettre des codes promo et essayer de trouver des solutions pour éviter l'annulation. Si vraiment c'est trop compliqué, on annule. Parce que nous, on peut pas mettre 300 balles chaque soir, dans le vide comme ça, et on préfère essayer de trouver peut-être une loc ou autre chose, parce que on peut pas... c'est déjà très compliqué, mais voilà, faut être vigilant des dépenses, quoi. Eh oui, tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr. Et... Ah, j'avais une question, j'ai oublié de la noter, mais ça m'a traversé l'esprit, bon, ça reviendra. C'est, voilà, tu vois, je deviens Dory, moi aussi. T'es en train de prendre mon temps. Bah ouais. Je deviens Dory. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Tu veux un truc, Noël? Les joies du direct. Ne quittez pas. Ah, pardon, c'est Alexis qui vient prendre la clé du deuxième. Il n'y a pas de problème. Bien joué, Alexis. Ah, tiens, Alexis. Elle est là-dedans. Deuxième, comme d'hab, tu l'as regardé loin après, je serais partie. Ah, c'était Alexis, le prof d'impro. Qui avait besoin de la salle. Très bien. Alors, on... du coup, avec cette petite... Pardon. Non, je t'en prie, t'inquiète. C'est les joies du direct, comme je le dis à chaque fois, à chaque épisode. Est-ce que tu as d'autres passions que le théâtre? Parce que tu as l'air tellement occupé avec ce métier que est-ce que tu as le temps de faire autre chose? J'ai plein de trucs que j'adore faire. Alors, j'adore marcher dans les bois. J'ai une maison, en fait, j'habite entre Paris et la campagne. D'accord. Sancerre, en fait. Okay. Je fais la moitié du temps, Paris et Sancerre. D'accord. À côté. Donc, juste aller marcher dans les bois, marcher dans les champs. Ça me permet de me régénérer en fait, avec mon chien, avec Raymond évidemment. Donc ça c'est quelque chose... Oui, ce qu'on a oublié tout à l'heure quand tu as nommé l'équipe, mais Raymond est tout Oui, Raymond le co-directeur, mon associé. Donc ouais, marcher, après c'est toujours quand même un peu dans l'action, j'adore tourner la pelouse. C'est vraiment une passion, c'est vraiment... Et puis ça me permet de me déconnecter d'une réalité parisienne et de me remettre à une réalité campagnarde en 2 heures. Ouais. On tourne la pelouse. Le partage, évidemment, donc avec des amis, des proches, famille, boire un verre de vin avec une planche de charcute et juste parler de tout et de rien. Ça, c'est, voilà, les apéros, j'adore les apéros. Et j'adore regarder des séries, des films. Ouais, j'aime beaucoup ça. Trop bien. Une série en particulier? Voilà, Adolescence, là, la dernière que j'ai vue. Ah, Adolescence. C'est bien. Ouais, mais la prouesse technique, tout ça, c'est incroyable. Ouais, j'ai envie de la voir aussi. Elle est dans ma to-do list. Super. Ouais. Tu peux vraiment y aller. Ah bah écoute, tu chercher un nouveau truc, donc ça tombe bien. Ouais, super. Trop bien. Et manger aussi, j'adore manger. Ah bah écoute, une épicurienne quoi. Ouais, exactement. Ouais, tout est là. Voilà. Tout est dit. Exactement. Alors, on va très vite terminer bientôt cet épisode parce qu'il y a de plus en plus de bruit malheureusement, mais c'est normal parce qu'il y a le public qui arrive. La porte est bien fermée, mais oui, c'est normal, il y a du monde et tant mieux. Ouais. Ça veut dire que ça fonctionne. Oui. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde, que ce soit pour toi, pour le staff, et évidemment pour les comédiens qui jouent. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'actu du théâtre? Qui joue en ce moment? Alors, il y a 8 spectacles. Par semaine, donc le mercredi soir on a là, maintenant, parce que ça commence dans 3 minutes exactement, on a Au nom du Père et du Fils,
qui est donc joué par... Ah, moi. Oui. Une autre petite pause. Désolé, une petite pause. Il y a même pour les deux heures. Tout va bien. C'est Mathilde. Salut Mathilde, ça va? Salut Roxane. Les joies du direct. C'est cela, pardon. Alors, là, il y avait Roxane qui vient voir Mohamed. Roxane qui joue dans Une chambre à poil, qui est une adaptation de Chambre à soie de Virginia Woolf. Le jeudi à 19h. Le mercredi à 21h, on a La honte. Donc c'est une comédie vraiment sur la honte en fait, tous les trucs qui foutent la honte. Ok, d'accord. Très drôle. Sympa. Ouais. Le jeudi à 19h, on a Pseudo d'après Romain Gary qui est magnifique, qui traite de la folie. Donc c'est très très beau, très bien joué, très bien interprété. Le vendredi, on a donc à 21h Faire semblant d'être moi, qui est une prolongée de Deux et avec Luce Mouchel, qui est incroyable. C'est sur une gamine qui traverse de 5 ans à 18 ans, donc tout le parcours d'une enfant et d'une adolescence, jouée par une ancienne, qui est magnifique. Et franchement, jouer un enfant, c'est, je trouve, la chose la plus difficile à faire. Et moi, je vois un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 13 ans, de 18 ans au plateau à chaque fois. C'est incroyable. Ouais. Alors qu'elle a... Elle a une soixantaine, ouais, je pense. Ouais. Incroyable. Incroyable. Magnifique. D'une justesse. Et puis, c'est à la fois, c'est très très drôle. Elle est très très drôle et c'est émouvant. Donc voilà. On a Ego Sapiens le vendredi à 19h qui traite du numérique, de l'addiction au numérique. Donc c'est aussi très visuel, parce qu'ils font des choses dans le corps, pas mal et tout, ouais. Et le samedi, on a Maringouin qui traite de l'anxiété à 21h, et à 19h, La sœur de Shakespeare, qui est aussi une adaptation de Virginia Woolf. Bah dis donc, Ouais, tout ça. Incroyable. Vous avez le choix. Mais ouais, donc du coup, c'est à partir de quel jour à quel jour du coup? Ouais, c'est du mercredi au samedi. Il y a 2 spectacles par soir, à 19h et à 21h. Donc il y en a 8 différents par semaine. Ah ouais, c'est dingue. Oui, ça. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, incroyable. Alors, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais la dernière question, évidemment, c'est quels sont tes projets? Parce que du coup, tu parlais de l'évolution de... J'en ai pas mal. Voilà. Les projets, c'est évidemment de développer ma boîte de coaching qui s'appelle Play, l'agence Play, de développer vraiment cette partie de coaching et de faire de ce lieu un pilier central qui amène de la transversalité avec la compagnie Guild, Play et La Flèche, où les trois se regroupent et pourquoi pas inviter des partenaires, enfin que ce soit plus un lieu de vie davantage, développer évidemment tout ce qui est avec les entreprises, partenaires d'entreprises pour développer la location, pour pouvoir garder des conditions très souples pour les artistes. Et puis un autre projet, moi je suis en train de faire une mise en scène là aussi à côté d'un projet, mais j'en dis pas plus. Je verrai, c'est vraiment au début, enfin voilà, j'ai écrit des choses, on travaille avec 5 anciens de l'école, donc de la guilde, et donc voilà, qui doit se jouer en 2026 ici. Donc ce sera le premier projet qui sera avec mon nom. Enfin, voilà, donc ça me fait peur, mais c'est cool. C'est bien d'avoir peur. On est vivant. Voilà. Exactement. Et puis d'autres projets, non, déjà, et puis que le public soit content, que les artistes soient contents, qu'ils aient envie de revenir, que ça devienne un lieu ancré dans le 11e et dans Paris, et qu'on devienne vraiment La Flèche, et tout le monde, bah oui, La Flèche, évidemment La Flèche, tout le monde. Bah oui. Évidemment La Flèche. Voilà. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Très agréable cette interview, ce 10e interview des théâtreux. Merci Flavie. Merci pour ton accueil, merci pour ton sourire. Et merci pour toutes tes explications. En tout cas, moi, ça va me nourrir. Et j'espère que ça va nourrir également les gens qui nous écoutent. Merci vraiment à toi, comme je disais, pour l'intérêt, la curiosité, le moment de partage. Merci aux auditeurs, merci d'avoir créé ce blog, de donner un temps d'espace à tous un moment de partage à ces artistes et puis tous ceux qui sont dans l'ombre. Donc merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.